Caché dans les replis de l'Himalaya oriental se trouve un pays que le monde moderne n'arrive toujours pas à cerner complètement. Le Bhoutan. Un royaume de montagnes enveloppé de nuages, de prières, de silence et de pierres. Un endroit où les routes serpentent comme des questions, où les monastères s'accrochent aux falaises comme si la gravité avait fait une exception pour eux, et où le progrès se mesure à quelque chose de bien plus insaisissable que la richesse. Dans un siècle accro à la vitesse, le Bhoutan reste l'une des dernières nations sur Terre à oser poser la question interdite. Et si plus vite n'était pas synonyme de mieux? Et si avoir plus ne voulait pas dire réussir? Et si l'avenir d'un pays ne dépendait pas de la vitesse à laquelle il change, mais de la sagesse avec laquelle il refuse de le faire? Vu de l'extérieur, le Bhoutan semble presque tenir du mythe. Un royaume pris entre deux géants, coincé entre l'Inde et la Chine, protégé par des montagnes si escarpées et des vallées si profondes qu'elles ont pendant des siècles fait office de murailles naturelles. Encore aujourd'hui, y arriver ne se fait jamais par hasard. On ne débarque pas au Bhoutan comme on débarque ailleurs. On s'en approche. On le mérite. Le simple vol pour y arriver en dit déjà long sur ce pays. Des pics déchiquetés qui percent les nuages, des rivières qui filent à travers des vallées incroyablement étroites, et soudain, quelque part entre la peur et l'émerveillement, on comprend que le Bhoutan a d'abord été façonné par la géographie, bien avant de l'être par la politique. Les Bhoutanais appellent leur pays Drukgyul, la terre du dragon tonnerre. Ça sonne comme une légende, mais au Bhoutan, la légende et le paysage ont toujours vécu très proches l'un de l'autre. Le tonnerre gronde à travers les hautes vallées. Le vent balaie des crêtes couvertes de pins et de rhododendrons. Les drapeaux de prière claquent dans l'air froid, comme s'ils transportaient des messages vers un autre monde, plus haut dans la montagne. Certains endroits se révèlent immédiatement. Le Bhoutan n'en fait pas partie. Le Bhoutan se dévoile lentement, par couches. D'abord la montagne, puis le monastère, puis le masque, puis le silence, puis le sens. Pendant des siècles, cette terre a survécu précisément parce qu'elle était difficile à atteindre. L'Himalaya n'a pas seulement rendu le Bhoutan magnifique. Il l'a rendu possible. Des villages se sont développés dans des poches isolées. Des cultures régionales ont pu mûrir sans se faire trop vite avaler par des empires venus d'ailleurs. Les routes sont arrivées tard. Le chemin de fer n'est jamais arrivé. Encore aujourd'hui, ce sont les montagnes qui dictent le rythme de la vie nationale. Les distances y sont trompeuses. Une petite ligne sur une carte peut représenter des heures de virage en épingle, de brouillard, de glissement de terrain, de rivières et de cols si hauts que l'air lui-même finit par se raréfier jusqu'à devenir presque de la pensée pure. Et c'est peut-être pour ça que le Bhoutan se sent si différent dès qu'on y met les pieds. Ailleurs, les pays se présentent souvent dans le bruit. Aéroports, autoroutes, néons, vitesse. Le Bhoutan se présente dans la retenue. L'architecture traditionnelle n'y est pas un coin décoratif de la nation. C'est carrément la langue nationale de la forme. Des murs blanchis à la chaux, des fenêtres en bois sculpté, des corniches peintes, des monastères-forteresses appelés dzong, des ponts drapés de tissus de prière, des maisons qui portent encore d'anciens symboles sur leur façade, comme si le passé n'était pas derrière, mais toujours activement présent dans la vie quotidienne. Le Bhoutan n'expose pas la tradition comme un objet de nostalgie. Il vit dedans. Son histoire politique, elle aussi, singulière. Le Bhoutan a été unifié au XVIIe siècle sous un double système d'autorité spirituelle et temporelle, associé à Zhabdrung Ngawang Namgyal, un chef bouddhiste tibétain dont l'influence résonne encore dans les institutions et la géographie sacrée du pays. Pendant des générations, monastères et forteresses n'ont jamais été séparés du gouvernement. Au Bhoutan, l'État n'a jamais été pensé comme purement administratif. Il était moral, rituel, territorial et symbolique, tout à la fois. Le dzong était l'endroit où la loi rencontrait la prière, où l'autorité rencontrait la dévotion, où la montagne et le royaume se serraient la main. Puis, à l'époque moderne, le Bhoutan a fait quelque chose d'encore plus rare. Il s'est ouvert, mais de manière sélective. Il s'est modernisé, mais avec prudence. Il est devenu une monarchie constitutionnelle en 2008, sans jamais renoncer à son instinct d'autoprotection. Dans un monde où le développement est souvent décrit comme une course, le Bhoutan a choisi quelque chose qui ressemble davantage à une chorégraphie. Pas l'absence de changement, mais un changement mesuré. Pas un rejet du monde, mais un contact contrôlé avec lui. Cet instinct se retrouve partout, dans les règles d'architecture, les lois de conservation, la politique du tourisme. Le Bhoutan n'a jamais voulu devenir un parc à thème pour visiteurs étrangers, ni une copie d'ailleurs. Il veut rester reconnaissable, lui-même.
Et c'est peut-être nulle part ailleurs plus visible que dans la façon dont le Bhoutan a bâti son identité mondiale autour d'une idée que presque personne d'autre n'oserait placer au centre de sa gouvernance, le bonheur national brut. L'expression est aujourd'hui célèbre, souvent répétée, parfois simplifiée, parfois même moquée par ceux qui l'entendent et la prennent pour un slogan. Mais au Bhoutan, elle renvoie à quelque chose de bien plus radical. L'idée qu'un pays ne devrait pas se juger uniquement à sa production. Que la culture, le bien-être mental, l'écologie, la communauté et l'équilibre spirituel comptent aussi. La Banque mondiale note que le bonheur national brut demeure une priorité nationale majeure, même alors que le Bhoutan traverse des pressions et des réformes économiques modernes. Autrement dit, le Bhoutan a tenté d'écrire sa politique autour d'une véritable rébellion philosophique, l'idée que l'épanouissement humain ne peut pas se mesurer qu'en argent. Bien sûr, les idéaux ne prennent tout leur sens que lorsqu'ils doivent survivre au contact du réel. Et la réalité du Bhoutan n'est ni simple, ni figée dans une quelconque perfection. C'est un pays à revenus intermédiaires tranche inférieure, avec une population restreinte, des vallées étroites, une vulnérabilité climatique, des tensions liées au chômage des jeunes, et une économie profondément marquée par l'hydroélectricité, le tourisme et les échanges avec l'Inde. Mais ce qui est remarquable, ce n'est pas que le Bhoutan ait des problèmes, tous les pays en ont. Ce qui est remarquable, c'est que même en affrontant ces problèmes, il a essayé de poser de meilleures questions sur ce à quoi le développement devrait servir. Il a raccordé presque tous les foyers à une électricité propre et renouvelable. Il a réduit la pauvreté de manière spectaculaire. Fin 2023, il est officiellement sorti de la liste des pays les moins avancés de l'ONU. Et à travers tout ça, il a essayé de ne pas troquer l'âme du pays contre de la vitesse. Cette âme devient tangible dès qu'on entre dans la vallée de Paro, où l'un des sites les plus emblématiques de l'Himalaya vous attend, accroché à une falaise, comme une vision. Paro Taksang. Le monastère du nid du tigre. Même après avoir vu 100 photos, le premier vrai regard donne toujours l'impression de l'impossible. Des murs blancs plaqués contre la roche noire. Des toits dorés qui semblent suspendus au-dessus du vide. Une forêt de pins en contrebas. Une brume qui glisse en ruban lent à travers la gorge. Le monastère s'accroche à la falaise à plus de 3000 mètres d'altitude et vu de loin, il ne semble pas construit, mais révélé. Comme si la montagne l'avait toujours porté en elle. Le chemin pour y monter fait partie de l'expérience et de l'enseignement lui-même. On n'arrive pas essoufflé seulement à cause de l'altitude. On arrive essoufflé parce que le lieu a été pensé pour détacher la pensée du quotidien de quelque chose de plus difficile à nommer. Chaque pas retire un peu de bruit. La vallée s'enfonce plus bas sous nos pieds. Les moulins à prière tournent. Des chevaux passent. Des cloches résonnent depuis un endroit qu'on ne parvient pas tout à fait à localiser. Et puis, enfin, le monastère remplit tout le champ de vision, non pas comme un monument à la puissance, mais comme un monument à la concentration. Un lieu construit au bord, peut-être parce que la vie spirituelle elle-même se vit toujours au bord, entre la peur et l'abandon, entre la terre et le ciel, entre ce qui peut s'expliquer et ce qui ne peut qu'être vécu. Le Bhoutan regorge de lieux comme celui-ci, où l'architecture ne domine pas la nature mais négocie avec elle. Le Punakha Dzong s'élève au confluent de deux rivières comme un rêve de proportions équilibrées. Le Trongsa Dzong semble jaillir directement du flanc de la montagne, son long corps blanc épousant le terrain avec une telle assurance qu'il ressemble moins à un bâtiment qu'à un événement géologique. Ces dzongs ne sont pas les ruines d'un monde disparu. Ils sont vivants. Ils abritent encore des moines, des bureaux, des rituels, des festivals, des documents, de la mémoire, du pouvoir. Ils sont parmi les expressions les plus claires de ce qui rend le Bhoutan unique, le refus de séparer la beauté de la fonction ou le gouvernement de l'espace sacré. Et puis il y a Thimphu, la capitale, qui déjoue presque toutes les attentes des visiteurs. Oui, c'est une capitale, mais pas au sens où l'urbanisme mondial nous a habitués à en imaginer une. Il y a des bureaux, des écoles, des cafés, des bâtiments gouvernementaux, des immeubles d'habitation, tous les signes d'une nation qui négocie avec la vie moderne. Mais il y a aussi de la retenue, des limites de hauteur, des motifs architecturaux traditionnels, une ligne d'horizon qui s'incline encore devant les pentes environnantes. Même là où la circulation s'épaissit, les montagnes restent visibles. C'est l'une des rares capitales où la vie urbaine se sent encore visiblement soumise au relief. Au Bhoutan, les montagnes ne sont jamais un simple décor. Elles participent. Elles dictent le tracé des routes, la densité des villages, les zones climatiques, l'agriculture, le risque, l'imaginaire.
Des basses terres subtropicales du sud aux hauteurs alpines du nord, le pays comprime une diversité écologique extraordinaire dans un espace relativement restreint. Rouler quelques heures et la végétation peut changer du tout au tout. Les rizières en terrasse cèdent la place aux pins bleus. Les pins cèdent la place aux sapins. Les sapins cèdent la place aux broussailles, à la neige, au silence. Ici, l'Himalaya n'est pas une frontière pittoresque. C'est un monde vertical bien vivant. Cette verticalité explique beaucoup de la vie bhoutanaise. Pourquoi les communautés sont historiquement restées si distinctes les unes des autres? Pourquoi les dialectes et les coutumes varient d'une vallée à l'autre? Pourquoi voyager voulait autrefois dire faire un pèlerinage, pas se déplacer par commodité? Pourquoi la distance ici ne s'est jamais mesurée seulement en kilomètres, mais aussi en efforts? Cela explique aussi pourquoi le Bhoutan a préservé autant de forêts. Plus de 70% du pays reste couvert de forêts, et la Constitution impose qu'au moins 60% du territoire national reste boisé, pour toujours. Peu de pays ont inscrit la retenue écologique aussi directement dans leur droit national. C'est l'une des raisons pour lesquelles le Bhoutan est souvent décrit comme carbone négatif, une expression qui sonne presque irréelle à une époque où tant de nations peinent même à ralentir le déclin écologique. Mais l'identité environnementale du Bhoutan ne se résume pas à une politique. C'est aussi une vision du monde. Dans une grande partie du pays, la nature n'est pas envisagée comme une ressource neutre attendant d'être exploitée. Montagnes, lacs, forêts et falaises portent souvent une signification spirituelle. Certains sommets restent inescaladés, non pas parce que personne ne pourrait vendre une expédition, mais parce que certains d'entre eux sont jugés trop sacrés pour être traités comme des trophées. Cela peut sembler étrange à une culture moderne habituée à penser que la valeur naît de la conquête, de l'accès et de la transformation de tout en expérience à vivre. Le Bhoutan propose autre chose, que le respect puisse, lui aussi, être une forme d'intelligence. Cela ne veut pas dire que le Bhoutan est hostile à la modernité. Loin de là. Les téléphones sonnent ici aussi. Les étudiants partent étudier à l'étranger. Les jeunes écoutent la musique mondiale en streaming, portent des baskets et affrontent les mêmes angoisses numériques que presque partout ailleurs. Les routes s'améliorent. L'hydroélectricité demeure centrale pour l'économie. Le tourisme rapporte des revenus et attire l'attention extérieure. Le fait n'est pas que le Bhoutan aurait échappé à la modernité. Le fait est qu'il essaie encore de négocier avec elle à ses propres conditions. Cela se voit particulièrement dans le tourisme. Le Bhoutan est depuis longtemps connu pour son approche haute valeur, faible volume, non pas parce qu'il méprise les visiteurs, mais parce qu'il redoute ce qu'un tourisme incontrôlé peut faire à des cultures et des écosystèmes fragiles. Le pays applique un dispositif appelé Sustainable Development fait pour s'assurer que le tourisme contribue directement à la préservation et au bien-être national, plutôt que de simplement inonder le royaume d'un flux de visiteurs bon marché. Ce choix a rendu le Bhoutan exclusif aux yeux de certains, admirable aux yeux d'autres, et déroutant pour beaucoup. Mais il révèle quelque chose de fondamental sur l'instinct bhoutanais. Entrer devrait avoir des conséquences, et la beauté ne devrait pas être protégée seulement après avoir déjà été abîmée. Et c'est peut-être pour ça que le Bhoutan continue de sembler si rare. Pas seulement parce qu'il est beau, ce qu'il est. Pas seulement parce qu'il est montagneux, ce qu'il est aussi. Mais parce que c'est l'un des rares pays à avoir ouvertement tenté de ralentir le monde à sa propre frontière. À dire, en substance, vous pouvez entrer, mais vous ne pouvez pas nous consommer à la vitesse à laquelle vous consommez tout le reste. Plus on voyage au cœur du Bhoutan, plus cela devient visible dans la vie de tous les jours. Dans le costume traditionnel encore porté à l'école, au bureau, dans les lieux publics. Dans la façon dont les maisons sont peintes de symboles porteurs de protection, d'humour, de fertilité ou de sens rituel. Dans le rythme des matins de village, où la fumée s'élève tranquillement et où les champs captent la première lumière. Dans le fait que le tir à l'arc n'est pas qu'un sport, mais une véritable performance sociale, enveloppée de chants, de taquineries, de concentration et de célébration. Dans les festivals, où des danseurs masqués transforment les cours en théâtre de cosmologie, de mémoire, de morale et de mouvement. Ces Tsheshu, les grandes fêtes religieuses du Bhoutan, comptent parmi les moments les plus vivants du calendrier national. Moines et laïcs y apparaissent dans des masques extraordinaires, des brocards, des bottes, des robes superposées, transformant l'espace ouvert en un véritable drame rituel. Pour un visiteur, cela peut ressembler à un spectacle. Et ça en est un. Mais c'est aussi un enseignement. Une protection. Une communauté. Le théâtre comme transmission spirituelle. La danse comme doctrine rendue visible. Dans un pays comme le Bhoutan, la tradition ne se préserve pas en l'enfermant sous verre.
Elle survit en étant sans cesse rejouée, dans les corps, au fil des saisons, dans la mémoire collective. Pourtant, malgré tout ce symbolisme, le Bhoutan n'est pas un musée. Ce n'est pas un royaume figé hors de l'histoire. Il fait face à l'exode rural vers les villes. Il fait face au chômage des jeunes. Il fait face à la tentation que rencontre toute petite nation, croire que sa survie dépend de son aptitude à imiter les plus grandes. Il fait face au changement climatique sur un territoire où le climat n'a rien d'abstrait. Ici, les glaciers comptent. Les rivières comptent. Les pentes comptent. La fonte des glaces de haute montagne n'est pas seulement un titre dans l'actualité mondiale. C'est une menace concrète pour les réseaux d'eau, les inondations, l'agriculture et l'hydroélectricité. Parler de la sérénité du Bhoutan sans parler de sa vulnérabilité reviendrait à ne raconter que la moitié de l'histoire. Et cette vulnérabilité fait partie de ce qui touche. Parce que la beauté du Bhoutan n'a rien de spontané. Elle est entretenue, négociée, défendue. Les forêts survivent parce qu'elles sont protégées. La culture survit parce que les gens continuent de la choisir. L'architecture reste cohérente parce que quelqu'un a dit non à des alternatives plus laides. L'atmosphère paisible du pays n'existe pas parce que l'histoire aurait oublié le Bhoutan, mais parce que le Bhoutan a sans cesse essayé d'empêcher l'histoire de le bousculer trop brutalement. Parfois, cette tension apparaît dans des lieux où tradition et aspiration modernes se côtoient sans jamais totalement se résoudre. Un monastère sur une crête, au-dessus d'une vallée quadrillée de routes et d'antennes relais. De jeunes fonctionnaires en costumes traditionnels, smartphone à la main. Des écoliers qui apprennent à la fois des valeurs bouddhistes et le vocabulaire des carrières mondialisées. Un café qui sert des espressos sous des poutres peintes conservant des motifs vieux de plusieurs siècles. Ces contrastes n'affaiblissent pas l'identité du Bhoutan. Ils la révèlent. Une identité ne se prouve pas dans l'isolement. Elle se prouve quand elle survit au contact. En allant plus loin, le pays s'ouvre sur des paysages presque secrets. Deux hauts cols drapés de drapeaux de prière où le vent ne cesse jamais de parler. Des vallées si vertes et si refermées sur elles-mêmes qu'elles semblent façonnées pour l'émotion. Des villages de bois et de pierre où les chiens dorment au milieu de la route et où les paysans avancent lentement sur des terrasses façonnées par des générations. En hiver, les grues à cou noir reviennent dans certaines vallées, et leur arrivée est accueillie avec respect et joie. Dans les forêts vivent le taquin, l'étrange et attachant animal national du Bhoutan, mais aussi des pandas roux, des léopards des neiges dans les régions reculées, des langurs, des faisans, et une variété de plantes stupéfiantes selon les zones d'altitude. La biodiversité du Bhoutan n'est pas un simple bonus décoratif pour les visiteurs. Elle fait partie de la logique même du royaume. Cette logique dépend, en grande partie, de l'eau. Les rivières du Bhoutan dévalent violemment des montagnes, taillant les vallées avec une force considérable. Pendant des siècles, elles ont façonné les villages et l'agriculture. À l'époque moderne, elles sont devenues autre chose aussi, de l'énergie. L'hydroélectricité est l'un des principaux moteurs de l'économie bhoutanaise. L'eau qui dévale depuis l'Himalaya éclaire les foyers, alimente l'industrie et s'exporte vers l'Inde. En ce sens, le Bhoutan a bâti une partie de son avenir national non pas en brûlant du carbone ancien, mais en canalisant l'altitude elle-même. Pourtant, l'histoire économique du royaume n'est pas aussi simple qu'énergie verte et bonheur. Dépendre de quelques secteurs seulement crée de la fragilité. Un petit marché intérieur limite les possibilités de croissance. Les chocs extérieurs se propagent vite dans une petite économie. Et les politiques même qui protègent le caractère unique du Bhoutan peuvent aussi rendre la croissance rapide plus difficile. C'est le paradoxe au cœur de ce pays, ce qui préserve son âme n'est pas toujours ce qui maximise la croissance au sens classique. Le Bhoutan vit chaque jour dans cette tension. C'est peut-être pour ça que ce pays fascine tant de gens bien au-delà de l'Asie du Sud. Pas parce qu'il prétend être parfait. Il ne l'est pas. Mais parce qu'il représente une expérience rare autour des valeurs. Il pose la question de savoir si un État peut rester moderne sans devenir spirituellement creux. Si la protection écologique peut être constitutionnelle plutôt que simplement décorative. Si la culture peut guider la politique plutôt que la décorer après coup. Si les citoyens peuvent hériter de plus que des courbes de PIB. Si un pays peut encore croire que la retenue n'est pas un échec. Bien sûr, les regards extérieurs romancent souvent le Bhoutan. On n'y voit que des moines, des montagnes, des drapeaux de prière. On transforme le pays en fantasme de pureté, comme s'il s'agissait d'un lieu vierge de toute contradiction. C'est une erreur. Le Bhoutan n'est pas pur. Aucun pays ne l'est. Il connaît la bureaucratie, les inégalités, la complexité politique, les changements générationnels, et toutes les négociations désordonnées qui rendent réelles les sociétés réelles.
Mais cet instinct romantique n'existe pas pour rien. Il y a quelque chose d'indéniablement puissant dans une nation qui n'a pas foncé s'aplatir dans l'uniformité mondiale. Et c'est peut-être sur la route qu'on le ressent le mieux. Au Bhoutan, les routes ne sont jamais qu'une simple infrastructure. Elles sont un théâtre. Chaque virage révèle une nouvelle possibilité. Une forteresse sur un éperon rocheux, un fond de vallée illuminé comme une coupe de feu vert, une file d'écoliers, un nuage entrant dans une forêt, un chorten solitaire se détachant sur la distance. Ici, voyager ne peut pas se séparer du fait de regarder. Et regarder ne peut pas se séparer de la patience. On finit par comprendre que le plus grand luxe du Bhoutan, ce n'est pas l'opulence. C'est la lenteur. À l'aube, le pays peut sembler presque impossiblement composé. Les montagnes émergent peu à peu de l'ombre. Les lignes des toits s'aiguisent. Les monastères captent le premier or du matin. Des chiens aboient quelque part en contrebas. La fumée de l'encens se dilue dans l'air froid. Les drapeaux de prière commencent à bouger avant même que les villages ne soient tout à fait réveillés. C'est dans ces moments-là que le Bhoutan ressemble le moins à une destination et le plus à un argument. Un argument selon lequel un autre rythme de vie est possible. Que le silence n'est pas le vide. Que ce qui suffit peut avoir du sens. Que le sacré n'a pas besoin de rester abstrait, tant qu'il continue de façonner les bâtiments, les routes, les forêts, les festivals et les lois. Cette atmosphère atteint son intensité maximale dans les monastères et les espaces de temple, où le son lui-même change de nature. Un murmure devient chant. Un pas devient interruption. Les lampes à beurre rendent l'obscurité vivante plutôt que vide. L'or brille dans des recoins où le soleil pénètre à peine. Les fresques recouvrent les murs de cosmologie plus complexes qu'aucun document de politique publique ne pourrait contenir. Et soudain, le calme extérieur du pays prend tout son sens. La quiétude du Bhoutan n'est pas de la passivité. C'est de la concentration. Pourtant, la concentration seule n'explique pas pourquoi tant de visiteurs quittent le Bhoutan avec un sentiment étrange de trouble intérieur, dans le meilleur sens du terme. Le pays ne se contente pas d'impressionner. Il révèle. Il fait ressentir à de nombreux voyageurs la violence de leur propre rythme habituel. La vitesse à laquelle ils se déplacent d'ordinaire. La quantité de bruit qu'ils acceptent comme normale. L'idée automatique selon laquelle la croissance, le confort et l'accès doivent toujours être élargis. Le Bhoutan ne prêche pas ouvertement contre ces choses. Il incarne simplement un autre ordre, avec assez de force pour rendre la comparaison inévitable. Il y a des pays qui vous submergent de spectacles, et des pays qui vous séduisent par le plaisir. Le Bhoutan fait quelque chose de plus rare. Il réorganise, au moins pour un temps, notre propre échelle intérieure de valeurs. On commence par l'admirer, mais si l'on reste attentif, on finit par se remettre en question soi-même. Pourquoi la lenteur semble-t-elle si radicale? Pourquoi la préservation semble-t-elle si improbable? Pourquoi une si grande partie du monde moderne s'est-elle résignée à la laideur? Pourquoi un lieu matériellement modeste semble-t-il parfois plus riche que des villes infiniment plus développées? La réponse tient peut-être à la cohérence. Le Bhoutan, malgré toutes ses contradictions, conserve encore un degré de cohérence civilisationnelle que beaucoup de sociétés modernes ont perdu. Son architecture ressemble à ses valeurs. Son tourisme ressemble à sa prudence. Sa conservation ressemble à son cadre juridique. Sa spiritualité ressemble à son symbolisme public. Même là où ses liens sont mis à rude épreuve, il reste lisible. Le pays sait encore comment il veut se présenter à lui-même. Et ce n'est pas rien. Parce que lorsqu'une nation perd cette capacité, elle commence à se disperser. Ses villes deviennent génériques. Ses paysages deviennent jetables. Ses coutumes deviennent des costumes. Sa mémoire devient du marketing. Le Bhoutan n'a pas échappé pour toujours à ces risques, aucun pays ne le peut. Mais il les a retardés, négociés, et dans certains cas, activement combattus. Cela suffit déjà à le rendre extraordinaire. Il y a aussi du courage à être une petite nation dotée d'un profond sens du respect civilisationnel envers elle-même. Le Bhoutan ne domine pas les gros titres mondiaux. Il ne commande ni immense armée ni marché gigantesque. Il ne peut forcer le monde à lui prêter attention. Et pourtant, il est devenu mondialement reconnaissable grâce à quelque chose de bien plus rare que la puissance, une distinction morale. On connaît le Bhoutan non pas parce qu'il a conquis quoi que ce soit, mais parce qu'il a essayé, même imparfaitement, de défendre une certaine idée de l'équilibre. Tenez-vous une fois de plus sous les falaises de Paro Taktsang, regardez le soir tomber sur Punakha, ou écoutez le corps d'un moine résonner dans une vallée glacée, et cette distinction devient plus qu'une idée. Elle devient une émotion. On ressent la fragilité de tels lieux.
À quel point il pourrait facilement être simplifié, vendu, copié, épuisé, précipité. Et l'on comprend que la plus grande réussite du Bhoutan n'est peut-être pas d'avoir préservé de vieux monastères ou d'épaisses forêts, mais d'avoir préservé une autre manière d'imaginer à quoi sert un pays. Pas une machine à accumulation sans fin. Pas une plateforme d'extraction sans limite. Pas simplement un marché enfermé derrière des frontières. Mais un habitat pour le sens. Pour la continuité. Pour la gravité spirituelle. Pour une beauté qui connaît des limites. Pour un développement qui se souvient encore du système nerveux humain. Pour des forêts qui ne s'excusent pas d'avoir survécu. Pour des rivières auxquelles on permet encore d'avoir de l'importance. Pour des montagnes qui ne sont pas qu'un décor, mais des maîtres. C'est pour ça que le Bhoutan s'attarde longtemps dans l'esprit des voyageurs, longtemps après leur départ. Pas parce qu'il est intact, mais parce qu'il essaie encore de toucher le monde sans se laisser engloutir par lui. Pas parce qu'il est parfait, mais parce qu'il a des principes. Pas parce qu'il rejette le changement, mais parce qu'il insiste pour que ce changement réponde à quelque chose de plus profond que le simple appétit. À une époque où tout devient accessible, optimisé, documenté, accéléré et aplati en contenu, le Bhoutan continue de sembler difficile, au meilleur sens du terme. Difficile à atteindre. Difficile à traverser à la hâte. Difficile à réduire. Difficile à oublier. Le royaume exige une manière de regarder plus patiente, et en retour, il offre quelque chose de plus en plus rare, non pas seulement de la beauté, mais un repère. Alors, qu'est-ce que le Bhoutan, au fond? Une monarchie himalayenne. Un État constitutionnel. Un royaume bouddhiste. Un pays carbone négatif. Une économie hydroélectrique. Un gardien prudent du tourisme. Un lieu de dzong, de forêts, de cols, de vallées, de festivals et de falaises. Tout cela est vrai. Mais rien de tout cela ne suffit. Le Bhoutan est aussi un rappel. Le rappel qu'une nation peut encore choisir le caractère plutôt que la vitesse. Que les montagnes peuvent encore défendre du sens. Que la modernité n'a pas à arriver comme un effacement. Que le bonheur, aussi contesté soit ce mot, mérite au moins d'entrer dans la conversation nationale. Qu'un petit pays peut poser une immense question au nom du reste du monde. Vers quoi sommes-nous en train de courir ? Et qu'avons-nous déjà sacrifié pour y arriver? C'est peut-être pour ça que le Bhoutan compte tant, bien au-delà de ses frontières. Parce que ce royaume de montagne ne se contente pas de se protéger lui-même. Il maintient ouverte une possibilité pour nous tous. La possibilité que le développement puisse encore avoir une conscience. La possibilité que le progrès puisse encore s'incliner devant la beauté. La possibilité qu'une société puisse encore laisser un peu de place au silence, quelque part dans son propre pot. Et quand les nuages se referment sur les crêtes, quand les drapeaux de prière se fondent en couleur et en vent, quand la dernière lumière s'efface sur les murs du monastère et que les vallées commencent à s'assombrir, le Bhoutan semble dire quelque chose que le monde moderne a presque oublié comment entendre. Ralentis. Regarde attentivement. Tout ce qui est sacré ne veut pas être précipité.